Alors, le menu, c'est un potage de légumes, des spaghettis à la bolognaise, un fromage et une salade de fruits. 900 repas au total assurés pour le personnel de la cantine. En 2 heures de temps, il faut déballer, réchauffer et surtout composer avec les aléas du rallye, du service non-stop depuis 2 jours. Attente encore dans les avions d'assistance. Pour ces pilotes lituaniens, le Paris-Dakar est une première. Ils n'avaient jamais dépassé l'Europe auparavant. Leur enthousiasme est teinté d'un certain étonnement en voyant les gens s'emmitoufler. Ici, il ne fait pas froid. Pour nous, il ne fait vraiment pas froid. Attente enfin au pointage sur la ligne d'arrivée. Là encore, personne n'a beaucoup dormi la nuit précédente. Personne ne dormira très bien non plus cette nuit. C'est important la convivialité au pointage, dans le sens que c'est la fin de la galère pour certaines étapes, comme celle d'hier où apparemment les mecs ont vraiment beaucoup pataugé dans la choucroute. Le fait de nous voir, c'est le soulagement. Ça va ? Si, vous êtes encore debout. Les phares des voitures viennent enfin éclairer la piste qui mène au bivouac. L'attente touche à sa fin pour les organisateurs. L'épreuve se termine pour les concurrents. Vous l'avez compris, il y a une grosse sélection qui s'est opérée depuis le départ. 155 concurrents se sont élancés au prologue de Chaillet. Il n'y a plus que 85 concurrents en course, dont seulement 15 motos. Alors nos invités aujourd'hui, eh bien, ce sont des motards qui ne sont plus aujourd'hui dans la course. Il y a Michel Antony qui est le plus jeune participant du Dakar, c'est sa première édition. Il a d'autres expériences en rallye raid, mais c'est la première fois qu'il faisait le Dakar. Et Louis Ramel qui est avec nous, qui lui en est à son 7e Dakar. Il a terminé l'année dernière à la 29e position. Alors si vous êtes ici, c'est que pour vous l'étape d'El Golea a été un enfer. Louis, ça s'est passé comment exactement? Ça s'est passé bien sur le plan technique et physique. Malheureusement, j'ai cassé une roue à la sortie de la spéciale, qu'on attaquait de nuit, la liaison. Et bon, c'était très dur à avancer, donc j'étais obligé de laisser la moto sur la piste. Voilà. Alors justement, on va voir des images de galère, ces images bien sûr terribles lorsqu'on est concerné, lorsqu'on est dans le sable comme ça, avec ces difficultés. Parce que combien de fois vous êtes-vous arrêté, par exemple, Michel, pour essayer de repartir, pour donner un coup de main à des copains? On ne les compte pas, bon gros soir. C'était de la solidarité, c'était entre nous, quoi. Fallait qu'on arrive, et, voilà. Louis, pourquoi vous avez abandonné? Qu'est-ce qui est arrivé exactement à votre moto? J'ai les rayons qui sont complètement dévissés. J'étais obligé de la rayonner sur la piste la nuit. Malheureusement, j'ai continué à faire 120 km et après le moyeu s'est cassé. J'étais obligé d'arrêter. Et votre voiture votre voiture d'assistance qui avait des roues était devant vous? Non, c'est pas la voiture d'assistance, c'est le camion de TSO qui est mis pour la première fois à la disposition des concurrents. Et sur cette Dakar, c'est la première année que je pars avec des pièces. Malheureusement, je ne peux pas m'en servir puisqu'elles étaient au bivouac, elles n'étaient pas sur la piste. Est-ce que vous trouvez normal qu'après seulement 2 étapes, il n'y ait plus que 15 motos qui soient capables de repartir? Ah, normal, s'il y en a 15, c'est que c'est possible de le faire. Moi, j'ai connu beaucoup de Dakar, c'est toujours très dur. Ceux qui ne passent pas, c'est qu'ils n'ont pas su passer, c'est tout ce que je peux dire. C'est de ma faute si je ne suis pas encore en course. Vous avez la même philosophie, vous, Michel, vous qui avez participé quand même à 2 Tunisie, 3 Pharaons et un Atlas? Bien, c'est un petit peu désolant au bout de 2 jours, bon, ça s'arrête là, c'est de voir si peu de personnes après 2 jours, c'est rageant. Là, on vous donne peut-être la possibilité de pouvoir, si on vous donne en tout cas la possibilité de pouvoir reprendre la course, est-ce que vous repartez ou pas? Là, disons que j'attends avec beaucoup d'anxiété le camion qui doit ramener la moto là, à Tamanrasset. J'ai qu'une roue à changer, je suis en bonne forme physique. Et si on me donne la possibilité, malgré une grosse pénalité, comme c'est arrivé l'année dernière à certains concurrents, sur le Cap, je repars demain matin, oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, on est allé tout à l'heure le vérifier ensemble, là, auprès de la radio à l'arrivée, c'est que vos motos respectives sont dans le camion balai, mais elles sont à El Golea, ce qui fait qu'il reste quand même du chemin à faire. Il y a encore 1000 km. Et oui, il y a encore 1000 km pour arriver ici à Tamanrasset et peut-être éventuellement vous donner la possibilité de repartir demain matin. Michel, on va vous suivre aussi plus particulièrement parce que d'Empêche d'en faire notamment, eh bien, on est avec vous dans la mesure où vous êtes, je le disais tout à l'heure, le plus jeune participant. Tout à fait, oui. Alors vous avez 23 ans, vous avez fait d'autres rallye raids avant, et quelle est la différence pour vous entre ce que vous avez pu déjà connaître et puis ce que vous avez vécu ici? En fait, la différence, c'est surtout la longueur des étapes qui est assez impressionnante. Là, j'ai vu donc la fin de la spéciale de El Golea où on
voyez tout le monde justement. Là, on vous voit, c'est au départ, hein? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est au Trocadéro. Bon, ça, c'est une ambiance complètement différente des autres rallyes que je connaissais pas. Et maintenant, bon, là, c'est après la casse, après les ennuis mécaniques, quoi. Et oui, là, on vous voit en train d'essayer de vous réchauffer. Parce que justement, lorsque l'on part comme ça pour une étape dont on sait qu'elle va être difficile, qu'elle va être très très longue, est-ce qu'on s'équipe tout spécialement en prenant tout ce qu'il faut pour éventuellement passer la nuit dans le désert? Alors donc on est couvert, il faut penser à emmener son duvet si c'est possible, surtout sur une longue étape quoi. Il faut y penser, et sinon bon bah nous on est bien couvert, on pense. Montrez-nous ça, oui. On part le matin, il fait froid, il fait frais, donc on se couvre les cervicales et le cou pour bien être hermétique. Et on a un bon pull, et en dessous faut penser à un bon tricot de peau, quoi, bien chaud. Ah oui, parce que quand on passe la nuit dehors, vous avez carrément votre sac à dos, Louis, hein, chaque fois. Je pars toujours avec le sac à dos. Et je suis arrivé souvent au bout, et bon, cette année. Mais bon, c'est vrai que j'ai toutes mes affaires dans le sac à dos, le sac de couchage derrière la moto. Et je préfère être chargé et puis avoir ce qu'il faut. Vous qui êtes un habitué, vous avez vu par exemple des Dakar avec, je sais pas, 200 motos partir. Ouais. Ça vous fait quelle impression d'être finalement aussi peu maintenant au départ? Bah, déjà, on n'était pas beaucoup au départ. Alors, on est après, au bout de quelques étapes, quand c'est dur, ça me fait mal au cœur parce que à plus on est nombreux, à mieux ça vaut pour tout le monde. Et malheureusement, la conjoncture étant ce qu'elle est, ça pose bien des problèmes pour partir. En tout cas, on espère pour vous que vous allez pouvoir rentrer dans la course de nouveau, même avec des pénalités, même si bien sûr vous ne courez plus, pour remporter ce Dakar. Jean-Louis Kelmejean vient de me rejoindre. Jean-Louis connaît bien cette région et vous avez eu le temps, même si ça a été très rapide, d'aller voir un peu ce qui se passait du côté de Tamanrasset. Effectivement, c'est ce que pourront peut-être faire les concurrents, passer 2 petites heures à Tamanrasset. Je vous propose de tout de suite voir les images que nous avons ramenées avec André Germain. Et en venant du nord, eh bien, vous verrez cette première vision que vous aurez, c'est la porte de Tamanrasset. Et en centre-ville, vous serez surpris au détour d'une petite rue de découvrir cette mosquée, comme si elle se cachait. La population est très accueillante à Tamanrasset. Et en hiver, il fait froid et chaque coin de soleil est fortement apprécié. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. Non loin de la mosquée se trouve ce que les habitants d'ici appellent le marché modeste. On y trouve un peu de tout, des fruits et légumes, du tabac, des cacahuètes, de la mercerie aussi et bien sûr de l'artisanat local. L'artisanat local est la principale industrie avec notamment des objets de fabrication Touareg. Ici, la population Touareg est importante. Vous ne pourrez pas manquer de voir l'endroit où vivait le père Charles de Foucauld lorsqu'il n'était pas à son ermitage de la Sécrème, situé dans les montagnes de Hogar, à 80 km d'ici, à 2700 mètres d'altitude. Au sud-ouest de la ville se trouve le quartier des Forgerons. C'est ici que des Touaregs, pour la plupart, fabriquent les superbes objets artisanaux. Travaillant selon des méthodes ancestrales dans de bien modestes ateliers à même le sol, ces forgerons sont toujours heureux de vous offrir le fameux thé à la menthe, fabriqué, confectionné de façon touareg bien entendu, c'est-à-dire servi 3 fois, la 3e fois étant la plus forte et la meilleure. C'est ici un gage d'amitié. Merci Jean-Louis. Les premières images de cette spéciale tout à l'heure à 18h dans Pêche d'Enfer, en vous rappelant que ça arrive à Taden qui l'a emporté. On se quitte avec un spot anti-tabac. À bientôt, merci. Sport de Troyes, avec Total, partenaire officiel, vous ont présenté le Total Paris Car.
des clubs en direct d'Abidjan. La soirée sera chaude. L'Africa Sport National d'Abidjan joue sur son terrain contre le WAC de Casablanca. La fine fleur du foot africain fait le spectacle. Dimanche 20h30, la Super Coupe d'Afrique des clubs en direct d'Abidjan et sur France 3. Citroën BX Image. L'extrême raffinement d'une berline pour 95 000 francs. Deux vieux copains croient repartir à zéro en plaquant tout. Vous dites encore un truc contre mon mari, je vous casse la tête. Oui, mais il y a un os, bien en chair et joliment roulé. Samedi, 20h45, les noces de Lolita. Elle séduit les plus endurcis sur France 3. Achetez aujourd'hui, achetez tout aujourd'hui et payez demain ou après-demain ou dans 10 ans. Le crédit, l'endettement, c'est quoi? Regardez. Endetté, oui, comme tout le monde, j'imagine. J'ai des crédits, mais j'ai pas de dette. La sécurité pousse à ne pas trop s'endetter. Je suis endettée sur une voiture. Ouais. Et puis on a un petit crédit CTLM et un petit crédit Sofinco qui se régénère, vous savez. Je fais pas de folie, hein. Juste ce qu'il faut, moi. J'ai fait une paye de 9 000, j'ai 18 000 balles de dette. Même si j'avais des sous, je ferais jamais de crédit. Je pense que maintenant, ils commencent à regarder. Hein. Ils prêtent pas facilement, je crois. Il y a beaucoup de conseillers, des trucs comme ça, pour justement, pour pas s'endetter. C'était indispensable pour faire ce que je voulais faire, mais faut le supporter. Hein. Bah, à la banque, je suis interdit bancaire parce que j'allais au casino, quoi. Alors, j'ai laissé 2,5 millions là-bas, ils m'ont coupé ma carte bleue, et puis j'espère qu'ils vont pas me voir. Je n'aime pas les crédits, enfin, je n'en fais jamais, et puis pas de dette, rien. Ça arrange pour avoir mieux. Pas avoir de crédit pour pas avoir de dette, c'est la meilleure des choses. Ils font vachement de difficultés, les banques. Par contre, les maisons de crédit, il n'y a pas de problème, mais les taux sont plus chers. Je vais m'en sortir, là. Il n'y a pas de problème, je vais payer tout ça. Je vais donner des acomptes dans les mois qui vont arriver. Là. Comment vous allez faire? Je vais donner 2 000 à 3 000 balles un peu de partout, puis ça y est. Et qu'on ne nous dise pas que c'est un problème qui concerne simplement quelques personnes, l'endettement. L'endettement, mais je vais vous dire, c'est une seconde nature des Français. Pas seulement des Français d'ailleurs, mais de tous les pays occidentaux. En France, on calcule que 15 millions de familles sont endettées et 250 000 familles sont surendettées. Ça fait quand même 1 million de Français, hein, à peu près. On sait que 65% des Français contractent un ou plusieurs crédits et que, ce qu'il faut savoir, c'est quand même assez impressionnant, 70% des ménages dans la tranche 30-35 ans sont endettés. Et si vous voulez avoir encore quelques chiffres, on va vous en donner beaucoup, mais celui-là, je crois, est important. Le crédit à la consommation des ménages est de l'ordre de 350 milliards de francs. 350 milliards de francs, ce qui représente le tiers du budget de l'État. Donc, vous voyez, l'endettement, le crédit, c'est une institution, c'est une seconde nature. Mais alors, comment ça se passe? Comment ça se passe dans la vie quotidienne? Parce que les chiffres sont une chose. Mais alors, dans le quotidien, on va le savoir notamment avec Éric Blanc. Éric Blanc, vous avez 33 ans et vous avez, comme on dit, goûté au crédit pendant 4 ans. Pourquoi d'ailleurs? Vous avez commencé comment? Ça a commencé très simplement, c'est-à-dire que j'étais célibataire, la personne avec qui je me suis marié actuellement était célibataire aussi. Donc nous avions chacun nos crédits, chacun de notre côté, nos meubles, enfin chacun nos crédits. Lorsqu'on s'est mis ensemble, donc les crédits sont ajoutés.
Nous travaillons dans la même société. Et un beau jour, on s'est retrouvés à un mois d'intervalle, licenciés tous les deux en même temps. Ce qui a fait que, donc, dans un premier temps, on a commencé à essayer de continuer à payer les crédits. Du fait qu'on était au chômage, on a essayé de faire marcher les assurances. Alors les assurances pour les crédits, c'est la catastrophe. Vous n'êtes jamais dans les bonnes conditions pour les faire fonctionner. Un coup, il faut être malade pendant tant de temps, mais maladie pour les nerfs, non, ça ne va pas. Pourtant, les nerfs, ils trinquent quand on est dans les ennuis. Hein. Donc au bout du compte, ça a été... Ah oui, les nerfs, c'est pas considéré comme recevable. Voilà, non, c'est pas une maladie. Pourtant, c'est la maladie du siècle, mais c'est pas une maladie pour les maisons de crédit. Donc on a été obligé de payer plus que ce qu'on ne pouvait payer, de prendre des engagements qui se sont amassés les uns les autres, et au bout du compte, pour finir, à plus pouvoir vivre, à être complètement étranglé. La voiture saisie, enfin des huissiers à la maison toutes les 5 minutes, on montait des courses, la première chose qu'on regardait c'était la serrure pour voir si elle n'était pas percée, enfin l'enfer total quoi. Et vous avez combien de dettes à vous deux à ce moment-là? J'ai calculé ce matin, mais il y en a beaucoup qui nous échappent parce que ça s'est mis sur 4 ans. Donc il y en a beaucoup de choses qu'on a payées au coup par coup qu'on n'a pas notées. Mais en gros, on vient d'épurer, puisqu'on termine en janvier, 120 000 francs de dette. Enfin, compris les intérêts et les frais d'huissier. Et en fait, au départ, si j'ai pas compris, vous avez commencé à dire, bon, ben, je vais acheter ça, je vais emprunter. Vous ne vous étiez pas posé la question, en fait, du remboursement, parce que, effectivement, vous n'avez pas prévu, c'est le problème, vous n'avez pas prévu que vous alliez être licencié, c'est ça aussi. Non, je n'avais pas prévu d'être licencié, je n'avais pas prévu de me marier, donc un célibataire peut se permettre de tirer un peu plus sur ses finances, quoi. Bon, ben, s'il ne sort pas ce mois-ci, il sortira le mois d'après, c'est pas un problème. Madame Daraille, on va revenir à vous, Éric Blanc. Madame Daraille, vous avez près de 100 000 francs de dette, si j'ai bien compris, pour l'achat d'une cuisinière? Non, c'est pas simplement l'achat d'une cuisinière, c'est tout. Disons que mon mari a voulu me faire une surprise. Il a commandé cette fameuse cuisinière, cette cuisine incorporée chez Vogica. Elle était pas dans les normes. En plus, elle part en pièces détachées. Attendez, non, d'abord racontez-nous comment vous avez entendu parler de cette cuisinière. Après. Oui. Et entre-temps, nous avons perdu un fils de 22 ans. Mon mari est tombé gravement malade, il est cardiaque. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu des endettements. Que notre banque n'a pas pu payer pas mal de choses. Qu'on est resté... qu'il fallait payer. Et pourquoi vous avez... Enfin, c'était pour vous faire un cadeau qu'il a voulu vous acheter? Il a voulu, c'était un cadeau d'anniversaire de mariage. Et finalement, il s'est fait avoir parce qu'elle n'est pas dans les normes, elle n'est pas complète. Combien elle coûtait, madame? Elle coûtait 50 000 francs, juste le frigo, le lave-vaisselle, le l'évier. 50 000 francs. 50 000 francs. Frigo, lave-vaisselle et évier. Et donc vous avez donc fait un emprunt? Nous avons fait un emprunt Grag et Gazier, et ils ont payé sans contrôler cette cuisine, parce qu'elle n'est pas... Elle est à moitié. Et on a porté plainte, on a fait venir un huissier pour faire un constat. L'huissier a fait un constat comme quoi qu'elle n'était pas dans les normes. En plus... Mais pardon, madame Daraille, vous et votre mari, vous gagnez combien? Entre mon mari et moi, on gagne 7 000 francs. Nous avons 3 garçons qui ne travaillent pas et qui ne touchent pas un centime. Mais madame Daraille, c'était bien de votre mari de faire ça, mais vous ne croyez pas que c'était un peu... Mais il n'était pas malade. Un peu imprudent d'acheter... Il n'était pas malade, on n'avait pas perdu un fils, on n'avait pas prévu tout ça. Donc actuellement, où vous en êtes? Nous avons fait une demande de surendettement à la Banque de France et on nous a accordé, qu'on nous a fait une proposition qu'on a acceptée. Donc vous êtes actuellement, justement, à cause, donc vous avez un peu bénéficié de la loi Neyert. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut s'expliquer justement par rapport au... Mais avant peut-être de s'expliquer sur la loi Neyert, Louise Rodet, vous étudiez les demandes des crédits des particuliers à la Banque du Crédit Mutuel, c'est bien ça? Pas tout à fait, je surveille après, quand les dossiers sont bien montés. Vous surveillez qui est qui? Les remboursements, les échéances, si ça se passe tout bien. Mais je sais comment le montage est fait quand même. Non, pourquoi je vous demande ça? Parce que donc, vous êtes quand même à un poste d'observation qui n'est pas négligeable. Je voudrais savoir aujourd'hui qui est-ce qu'il y a une typologie de la personne, du Français qui se met en demande de crédit,
qui demandent des crédits? Est-ce que c'est totalement, c'est général, comme on le voit dans les chiffres, ou est-ce qu'il y a quand même des figures particulières? Est-ce qu'il y a des points communs? Moi, je ne pense pas qu'il y ait des figures particulières, non. On a toutes sortes de professions, il y a de tout, quoi. Alors, comment vous savez si quelqu'un, comment vous déterminez la grille, les critères, pour savoir si quelqu'un est apte ou non à alors s'endetter? justement, la personne qui vient demander un crédit, donc, s'adresse à un banquier, en principe, ou à une société de crédit, et fait sa demande, le pourquoi, le comment, et la personne qui reçoit ce futur emprunteur, donc crée un dossier, ouvre un dossier avec des critères de renseignement, et ensuite il y a une étude qui est faite par ce qu'on appelle la grille de score. Alors c'est quoi la grille de score? Alors la grille de score, suivant tout un tas de critères, ça vous donne des points. Et ce total de points donc, est à respecter. Où vous rentrez dans la grille, on vous accorde votre prêt, ou vous ne rentrez pas. Alors quels sont les points importants? Enfin, quels sont les critères qui vous donnent le plus de points? Alors si vous voulez, oui, il y en a qui donnent plus de points. Par exemple, on commence par étudier la profession. Si vous êtes cadre ou une profession qui est quand même avec une certaine sécurité, ça vous donne 3 points. Et je prends par exemple l'opposé, une personne qui est sans emploi ou à la limite d'être au chômage, ou, voilà, donc vous donnera 0 point. 0 point. Donc vous en avez déjà par la profession 3 de gagner si vous êtes dans le... Ouais. Autre critère? Ensuite, bon, il y a l'âge joue un rôle? L'âge, l'ancienneté dans l'emploi, c'est quand même important aussi. La situation matrimoniale aussi. L'ancienneté chez votre banquier, ça joue beaucoup parce que si vous venez pousser la porte du banquier simplement pour demander votre emprunt, ou si vous êtes client depuis quelques années, change les choses. Il y a quand même une différence. Et puis quand même le taux d'endettement, parce que vous avez des gens qui demandent un emprunt, mais qui en ont déjà 1, voire 2, 3. Donc ça... Alors quel est le taux d'ajustement? J'en profite pour demander pour tout le monde. Quel est le taux d'endettement maximum qu'on l'on tolère? Eh bien c'est par rapport à ses revenus? C'est 33%, donc il ne faut pas dépasser. 33% des revenus bruts. C'est le taux maximum d'endettement, voilà, c'est ça. Il ne faut pas dépasser. Et donc vous vérifiez quand quelqu'un vous dit comment ça se passe. Alors quand quelqu'un vous dit, écoutez, moi, effectivement, j'ai tel ou tel endettement, bon, mais ça dépasse tant %. Alors vous vérifiez après. Bien sûr, c'est vérifié. Enfin, tout est vérifié, quoi. Les salaires. Oui, non, moi je suis assistant social. Hein. Je me posais la question, comment pouvez-vous vérifier? Enfin, il y a des documents, justement. Alors, dans le montage d'un dossier, il y a tout un tas de documents qui est demandé, notamment les fiches de paye, la déclaration d'impôt, pour bien voir si les bulletins de paye ne sont pas modifiés, truqués, enfin avec un arrangement. Donc tout ça est quand même bien vérifié, quoi. D'accord. Et donc, après ça, après vérification totale, alors, vous estimez, vous dites si vous donnez ou vous ne donnez pas. Voilà, la grille de score donc étant remplie, l'endettement vérifié, les salaires, les impôts, etc. Donc, où le dossier est accepté, ou il est refusé, ou alors, s'il est limite, on refait une étude plus pointue, en prenant tout bien... Quand vous arrivez, par exemple, un exemple, je sais pas moi, à 34% ou 33% juste, ou... Bon, il y a une étude qui se refait derrière pour bien voir... On regarde si ça peut encore passer ou pas. Je voulais savoir ici quelque chose, je voulais savoir combien d'entre vous, vous savez, ça se dit, hein, on se dit, moi je suis actuellement, j'ai fait un emprunt, donc il n'y a pas de honte à dire qu'on est endetté ou pas. Je voulais savoir combien d'entre vous ici ont fait des emprunts, madame? Oui, bien sûr. Je dois avoir 3 crédits. Vous avez 3 crédits? Oui, absolument. Quel ordre? Quel ordre, pas de grandeur, mais quel ordre, dans quel domaine? Ah, pardon. Pour une cuisine incorporée, qu'est-ce que j'ai aussi? Pour une méthode d'espagnol, une méthode d'enseignement, et
ne vous en souvenez pas. 3 crédits en tout cas. Monsieur? Non, pas d'emprunt pour... D'accord. Madame? Moi non plus, pas pour le moment, mais enfin, je pense que pour les achats de maisons, d'appartements, ça se comprend. Monsieur? Oui, mais c'est pas vraiment approprié un vrai crédit, c'est j'ai loué pour une location de téléviseur, c'est pareil, j'ai des problèmes pour le payer, bien sûr. Encore autre chose. Problème. Oui, c'est moins grave que je crois ce qu'a eu qu'Éric Blanc. Je vais quand même aller de ce côté, mademoiselle. Ma résidence principale et une voiture. Ça va. Et ça se passe bien, vous remboursez tranquillement? Sans problème. Il faut quand même dire que 95% des Français, il faut le savoir, remboursent leurs dettes. Il ne faut quand même pas oublier ça. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un gouffre total. En fait, 95% des Français y arrivent. Vous, monsieur? Je viens de terminer récemment le remboursement d'une voiture, pour l'emprunt pour une voiture. Ça va, les taux, c'était pas trop dur? Non, ça allait. Et vous? Un emprunt pour une voiture. Et vous, mademoiselle? Non, pas encore. Et ça va venir? Non, pas encore. Justement, j'envisage peut-être pour une voiture. Là, j'aimerais avoir un petit peu des renseignements aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne, l'expérience des autres personnes. Bah, écoutez, on va le voir. Mademoiselle? Non, je ne sais pas, bien sûr. C'est tout à fait supportable et on peut le faire. Paul de Fourny, vous êtes directeur de la société de crédit CTLM, qui est l'une des plus importantes, sinon la plus importante société de crédit. Moi, je voulais savoir, en écoutant Éric Blanc et Madame Daraille, est-ce que il n'y a pas un problème de gens qui n'envisagent pas, effectivement, comment ça se passe? Est-ce que les gens vraiment envisagent, par rapport à leurs moyens, de faire des crédits? Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette espèce d'incitation permanente? Et vous savez, on en a déjà beaucoup discuté. Vous savez, le fameux slogan américain « Buy now, pay later ». Et tout le monde, du matin au soir, on est surligné, achetez aujourd'hui, il n'y a aucun problème, et vous payerez demain. Et quelque part, d'ailleurs, c'est une facilité, le crédit, et une bonne facilité. Mais en même temps, ça peut générer des désirs, des attentes, des rêves qui ne peuvent pas être satisfaits, et après c'est le drame. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être avant ça, je voudrais revenir sur le titre même que vous avez donné à l'émission, Vivre à crédit. On ne vit pas à crédit. On vit avec le crédit. On utilise le crédit comme levier pour s'équiper. Quand on est un ménage ou un particulier, d'une façon générale, comme un chef d'entreprise utilise le crédit pour développer son entreprise, pour faire du business. Mais on ne vit pas à crédit au sens où on pourrait ne jamais rembourser et ne jamais valoriser les emprunts que l'on fait. Il y a un abus de langage, je sais bien que vous ne l'avez pas fait délibérément, mais je voulais quand même le rappeler. Non, je veux dire qu'il y a eu... Je veux vous dire en quoi, juste un mot, ouais. En quoi on l'a fait délibérément, bon, c'est délibéré, c'est provocateur bien sûr, mais c'est quand même pour dire que la tentation du crédit, quelquefois, beaucoup de gens peuvent s'imaginer qu'on peut vivre à crédit. Bien sûr qu'on ne peut pas, mais il faut quand même le souligner. Vous avez cité des chiffres, je vais les reprendre peut-être en les précisant. Il y a aujourd'hui 12 millions de ménages au sens de l'INSEE qui ont au moins un crédit en cours, au moins un crédit en cours en France. Le tiers d'entre eux, c'est un crédit immobilier, plus éventuellement un ou plusieurs crédits à l'équipement de ce même ménage. Et vous l'avez dit, je suis content que vous le releviez, que 95% d'entre eux ne rencontrent jamais aucun incident de paiement significatif. Ça veut quand même dire que les Français sont responsables et s'engagent de façon responsable, mais aussi que les établissements de crédit et les banques, eux-mêmes, s'engagent de façon responsable vis-à-vis d'eux. Maintenant, le cas de M. Blanc, le cas de Mme Daraille, il faut en parler. Madame Daraille d'abord, ou Monsieur Daraille, si j'ai bien compris, moi je n'hésite pas à le dire, ils ont été victimes de gens irresponsables, de commerçants irresponsables, et je tempère les mots que j'ai envie d'utiliser quand je dis irresponsables. Vous voulez dire escroc? Non, vous ne me le ferez pas dire, mais en tout cas vous pouvez interpréter. Il est clair que ces méthodes de vente-là ne peuvent pas être défendues. Ni d'ailleurs les professionnels de la cuisine responsables, car il y en a, ne le font, ni les établissements de crédit, comme le CTLM en tout cas, ne le font. Et nous ne travaillons pas avec des gens qui ont des méthodes de vente que vous avez qualifiées. Bon, première chose. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Sinon que très sincèrement, j'ai beaucoup de sympathie, je compatis sincèrement à la situation dans laquelle Mme Daraille se trouve. Monsieur Blanc, c'est très illustratif d'autre chose. C'est que vous avez évoqué des chiffres de surendettement, enfin, c'est-à-dire en fait de dossiers qui ont été déposés devant les commissions de surendettement depuis 2 ans et demi maintenant à peu près que la loi existe. Il y en a 220 000 à ce jour.
220 000. 250 000, ou 200 000. Non, c'est 220 000 les stats de la Banque de France, je parle un peu sous votre contrôle. Ce qui fait quand même 1 million de personnes. Non, pas du tout. Ça fait 220 000 dossiers déposés. Oui, mais ça concerne 1 million de personnes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça concerne 220 millions de personnes qui ont 5, 1, 2, 12, le cas échéant, dossiers chacune. Mais ça concerne 220 000 personnes. Bon, par rapport à 12 millions de personnes qui ont au moins un crédit en cours. Un gros tiers d'entre eux sont dans la situation de M. Blanc, c'est-à-dire s'étaient engagés, si j'ai bien compris toujours, hein, de façon tout à fait réfléchie, responsable, proportionnée à leurs moyens, mais ont connu des accidents de la vie, le chômage, la maladie, des choses qui ne sont pas prévisibles, le divorce, mais qui bouleversent un budget. Le divorce, ça divise les recettes du ménage par 2, ça multiplie les forces par 2. Que voulez-vous faire devant des engagements que vous aviez construits de façon raisonnable lorsque ça vous arrive? La vie n'est pas organisée. La vie, c'est à nous d'organiser la vie, mais on ne peut pas toujours l'organiser, malheureusement. Les accidents de la vie existent, en effet. Je vais demander, madame, directrice de l'action sociale à l'UDAF du Rhône. Quand je vous entends, je pense quand même, quand vous dites c'est 250 000 personnes, non, c'est plus, monsieur. Il y a des enfants qui vivent très mal dans ces familles. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Deuxièmement, j'aimerais revenir sur la question du pourcentage de revenus pris en considération, enfin de possibilités de crédit en fonction des ressources. 33% de 7 000 francs de ressources, de revenus, c'est beaucoup. 33% pour une famille. Si ces revenus s'élèvent à 15 000 ou à 20 000 francs, 33%, c'est supportable. Et ça, je crois que ce n'est peut-être une notion qui n'est pas suffisamment étudiée lorsque des personnes font des demandes de crédit. Je peux dire deux choses là-dessus? Oui, bien sûr. La première, c'est que pour ma part, enfin, entre banques ou établissements financiers, on peut avoir des points de vue différents, hein, c'est pas homogène. CTM, en outre, c'est un établissement de crédit qui fait ce métier-là depuis 1953, il n'en fait pas d'autres. Donc nous avons une spécialisation forte là-dessus, une compétence particulière là-dessus. Nous n'avons pas, nous, pour règle de 33 ou de 25 ou de 20 ou de 40% des revenus bruts ou disponibles. Comme vous, nous avons appris par l'expérience que ça n'est pas indicatif de la réelle capacité de remboursement des familles concernées. Donc je vous donne acte complètement. Pour ce qui nous concerne, dans notre pratique, ça n'est pas le cas. Donc vous ne tenez pas compte du tout de ce... Oui. J'ai pas dit qu'on ne tient pas compte du budget. Non, non. Mais nous n'avons pas de barre du type 25, 33 ou 40% qui ne pas comme le dit très bien madame, significatif de la capacité d'engagement d'un particulier ou d'un ménage. Et puis, d'autre part, je dirais qu'en effet, il y a des gens qui ont des problèmes de remboursement, mais qu'encore une fois, ces problèmes de remboursement, pour la plupart d'entre eux, ils y font face dans des conditions, et on en parlera probablement à propos des commissions de surendettement, mais dans des conditions qui sont parfois difficiles, mais toujours, en tout cas, nous semble-t-il, quant à nous, volontaristes. Alors moi, je voudrais demander à Éric Blanc, quand vous avez eu ce problème, est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été écouté, pas écouté parce que vous avez parlé des huissiers, vous avez connu tout ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on a tenu compte du fait que vous êtes retrouvé dans une situation qui n'était pas voulue, ou bien en fait, on avait l'air de vous dire, bon bah écoutez, tant pis, de toute façon on n'est pas responsable, c'est pas nous qui vous avons mis au chômage, donc débrouillez-vous. Quelle écoute vous avez eue de la part des divers organismes que vous avez rencontrés pendant ce parcours ? Eh bien, ça se scinde en deux parties en fait. Il y a ceux qui ont été un peu condescendants, qui ont consenti à nous aider un petit peu. Un organisme a même proposé 1 an sans paiement et reprendre les paiements au bout d'1 an. Puis il y a ceux qui s'en sont fichus. Oui, tout à fait. Il faut être juste. Et puis il y a ceux qui s'en sont fichus complètement, qui ont mis contentieux, qui ont mis huissier. Lequel huissier, il y avait du double pratiquement de la somme. Et puis, quand vous avez qu'une seule dette, encore que ça passe à l'huissier, que ça double, c'est une chose. Quand vous avez une douzaine ou 15 créanciers, ça fait chaque créancier qui se gave de double et c'est une chaîne sans fin, quoi. Ça fait que pour peut-être un endettement qui aurait été de 50 ou de 55 000 francs, vous retrouvez qu'un endettement de 150 ou de 260 000 francs. Donc il n'y a pas seulement les maisons de crédit dans le surendettement, il y a aussi ceux qui vivent là-dessus et qui se servent bien. Justement, Madame Auduroy, vous représentez l'Union départementale d'action familiale. On a déjà entendu des associations familiales, pardon. On a déjà justement entendu Madame ici. Comment faire? Et ça, je pose la question à tout le monde. Comment faire? C'est vrai, parce que le problème de la dette, certes, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec 4 ou 5 fois la dette à cause d'un certain nombre d'organismes intermédiaires qui effectivement sont chargés de recouvrer la dette, mais se payent sur la bête,
Comment se faire de ne pas se retrouver en fin de parcours avec 4 ou 5 fois ou 6 fois ou 3 fois la somme que l'on devait? Alors, si un incident arrive, et on a vu, et tout le monde l'a dit ici déjà, que c'est souvent les incidents de parcours dans la vie qui amènent des gens qui, au fond, avaient bien prévu à peu près leur endettement, à se retrouver dans une situation pareille. Bien sûr, c'est le hasard. Ceux-là peuvent se retourner effectivement vers les services sociaux de leur département et peut-être, s'ils ont une dette extrême, et je parle de ceux qui ont une dette extrême, comme M. Blanc, comme M. Zampieri qui sont ici, peuvent être aidés. Ils peuvent être aidés par des services sociaux, précisément. Alors, vous avez là vous avez plusieurs personnes qui peuvent vous parler du travail qu'elles font concrètement, au jour le jour, au quotidien, pour remonter la dette des familles. Non, mais tout à fait. Mais face aux huissiers, vous ne pouvez rien faire. Face aux huissiers, sans doute pas. Je crois que c'est assez difficile, mais on peut quand même négocier malgré tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire face aux huissiers, oui? Oui? Expliquez-moi, par exemple, non, face à la situation qu'a décrit M. Blanc, par exemple. Monsieur Blanc, bon, on a travaillé ensemble, hein, donc on a fait ce qui était à faire. Peut-être aurait-il été intéressant qu'on se connaisse avant. Oui, moi je voudrais dire quelque chose avant face aux huissiers. Je crois qu'il y a un travail de chacun, y compris un travail de la CTLM, qui a bien fait de venir ici. Parce que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble comment améliorer, même s'il ne s'agit que d'un faible pourcentage de la population. Il y a une prévention qui doit être faite. Je crois que quand on achète, on doit être prévenu sur les risques, on doit être assuré. C'est dommage hein, que l'assurance, on sait, l'assurance chômage, elle existe, c'est dommage qu'on ne la propose pas systématiquement, etc. Les huissiers, c'est quand même difficile hein, de faire face, surtout quand ils viennent à la maison pour vous vendre le mobilier. On peut négocier. Je crois qu'on peut aussi mettre un huissier en justice, faire vérifier ses frais. Hein, ils ne sont pas toujours très justes. Il y a des gens qui peuvent se défendre, qui se sont défendus. Enfin, c'est quand même, évidemment, il y a tout le mécanisme qui est, c'est un peu tard, tout le mécanisme est enclenché, et il existe. Moi, je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu de la loi Neyertz, parce que beaucoup de gens... Oui, monsieur Le Cornier. Sur ce sujet, je crois qu'il y a une recommandation qui est à faire, avant tout autre. C'est tout le monde peut avoir un problème momentané devant le paiement d'une échéance, d'un crédit, d'un loyer, enfin, d'une facture, etc. Je crois que le premier conseil qu'il nous faut donner là, il y a beaucoup de monde probablement qui va regarder cette émission, il faut le leur dire, c'est parlez-en à votre créancier. Vous trouverez forcément quelqu'un qui, dans la plupart des cas, j'ose le croire, sera attentif à votre problème et s'efforcera de le régler avec vous. Faites ça, ne laissez pas le temps passer, ne laissez pas les impayés s'accumuler avec d'autres impayés. À partir d'un certain stade, ça n'est plus remontable. Et donc, il faut tout de suite s'en ouvrir. Monsieur Zampieri. Je voudrais intervenir un petit peu justement sur les conséquences de la loi Neyertz. Pour moi, personnellement, et d'autres familles qui ont connu l'endettement, le surendettement, la loi Neyertz, en fait, au niveau de l'immobilier, n'a vraiment rien arrangé. Parce qu'au regard de certains contrats que j'ai pu consulter récemment, on continue à vendre des maisons à des prix quand même très élevés, à des familles qui n'ont pratiquement, qui sont au niveau des ressources vraiment, qui n'ont pas les moyens d'acheter. Donc, Monsieur Zampieri, on va reparler de ça après une petite pause. C'est quelque chose de conséquent pour moi. On va parler d'immobilier et on va parler de la loi Neyertz et de tout le reste. À tout de suite. Quand Gene Kelly paraît, le monde est plus léger. La pluie tombe, rien ne vous empêchera de chanter. Dimanche à 23h35, Singing in the Rain, chantons sous la pluie au cinéma de minuit. Vivre à crédit ou vivre avec le crédit? Endettement ou surendettement? Eh bien, on va continuer à en parler dans l'émission. Auparavant, Valérie va nous donner quelques informations.
Vous le savez, Français si vous parliez est une émission conçue à partir de vos témoignages et de vos expériences. Alors justement, nous enregistrons le 20 janvier à 10h à Avoriaz une émission qui a pour thème l'amour en vacances. Donc, si vous avez connu des étés torrides ou plus simplement des vacances sous le signe de l'amour, contactez-nous. Les meilleurs témoins seront invités à l'émission. Pour nous contacter, eh bien c'est facile, 3 solutions. Par courrier, Français si vous parliez, boîte postale 174 75 224 Paris CEDEX 05. Par Minitel 3615 code France 3, émission Français si vous parliez. Et enfin, carrément plus rapide, par téléphone, le 36 68 00 30, rubrique participer. Merci Valérie. Alors, on a beaucoup parlé déjà de la loi Neyers. On ne va pas retracer quand même toute la loi. Mais enfin, on va quand même parler avec Madame Bouge ce que c'est que cette commission de surendettement. Et Monsieur Zampieri, justement, a commencé à en parler. Mais d'abord, qu'est-ce que ça a apporté, en 2 mots, la loi Neyers par rapport à ce qui n'existait pas avant? Je rappelle qu'elle date de 1991. 89, 31 décembre 89. Je crois que c'est les décrets d'application, c'est pas 91? Mars 90. Ah, oui. Erreur. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette loi Neyers? Alors, la loi Neyers a créé des commissions départementales d'examen des situations des particuliers. Concrètement, une personne qui est en situation de surendettement remplit une déclaration de surendettement, adresse cette déclaration au secrétariat de la commission à la Banque de France avec tous les justificatifs de ses ressources et de ses dettes. La commission dresse l'état d'endettement de la personne et constate si oui ou non la personne peut bénéficier de la loi Neyers, c'est-à-dire si elle est surendettée de bonne foi et pour des dettes non professionnelles. L'avantage par rapport à tout ce qui pouvait se passer avant, c'est qu'une personne surendettée contactait chacun de ses créanciers et essayait d'obtenir un accord, un échelonnement de ses dettes, un accord temporaire. Mais chacun des créanciers n'avait pas une vision globale de la situation et ne pouvait pas être certain que les autres créanciers lui accorderaient également des délais de paiement. Il n'y avait jamais de plan global de fait. La loi Neyers se permet d'appréhender une situation globale. Si la personne est surendettée, la commission écrit à l'ensemble des créanciers, lui fait part de la situation avec un état des ressources, du patrimoine, des dettes et propose aux débiteurs et à l'ensemble de ses créanciers un plan global, une renégociation de chacun de ses crédits qui tient compte de tous les éléments donc en fait, ça introduit une instance de régulation pas du tout judiciaire. Hein, amiable, absolument amiable. Amiable, qui n'existait pas auparavant. Voilà. Alors Monsieur Zampieri, vous avez acheté une maison. Oui. Vous êtes cru propriétaire et en fait vous êtes locataire. Voilà, je voulais... Je rappelle que c'est intéressant, c'est une histoire presque surréaliste, mais il va nous la raconter, M. Zampieri. Je rappelle d'ailleurs que 80% des crédits en France concernent l'immobilier. Vous dites 36%? Moi j'ai eu 80%. Il y a 12 millions de ménages qui ont au moins un crédit en cours, parmi lesquels un tiers ont un crédit. Un tiers, c'est voilà. D'accord. Monsieur Zampieri, alors qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. L'affaire est quand même assez simple, hein, puisque actuellement elle est jugée au tribunal de grande instance de Paris. Il y a eu même une commission... Non mais avant de nous dire où elle est jugée, racontez-nous comment ça s'est passé. Comment vous avez acheté une maison? J'ai accédé à la propriété comme tout le monde. Je pensais vraiment au départ être propriétaire. En fait, au bout de 6 ans de contrat, je me suis rendu compte en épluchant l'acte notarié, dont obligatoirement je n'étais pas un spécialiste des actes notariés. Hein. Tout Français n'est pas capable éventuellement de lire un acte notarié. Hein. Je me suis rendu... Il est censé ignorer la loi. Vous savez ce qu'on vous dit? Non, mais c'est effectivement vrai, mais enfin, on nous a caché beaucoup de choses. Effectivement, on s'est rendu compte par la suite, au bout de 6 ans d'accession à la propriété, qu'on était locataire, attributaire d'un lot. On n'était pas vraiment propriétaire comme on nous l'avait laissé croire. Donc, il y a eu carrément, alors, si je vous comprends bien, il y a eu carrément escroquerie d'étiquette, là. Pour nous, c'est une grande escroquerie. Au niveau national, il y a pratiquement 70 000 familles qui ont contacté un contrat chez la CARPI GMF. C'est une affaire qui est quand même actuellement, même devant l'Assemblée nationale. Je rappelle que si la CARPI GMF veut répondre, elle a évidemment droit de réponse. Je ne suis pas contre d'un débat contradictoire avec eux. Non, elle n'est pas là, mais je le dis pour le cas où, vous savez, nous revenons sur les émissions, nous reparlons de nos sujets, nous ne restons pas sur un sujet, on n'en parlons plus. Alors, M. Zampieri, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait été, le mot escroqué, arnaqué, on pourrait dire tous les termes. Hein. On nous a vendu des maisons, en fait, qui valent pas ce prix. Hein. Quand vous dites nous, vous représentez une association, c'est ça? Tout à fait, oui, une association de défense d'accédant à la propriété, de mon lotissement, donc. Parce que vous êtes tous dans le même cas?
Tout à fait. Hein, Ah bon, c'est un lotissement entier qui a été vendu, soi-disant, à des gens qui devaient être propriétaires, qui se retrouvent locataires. Voilà. C'est intéressant quand même. Tout le monde l'ignorait au départ, malgré que les termes de l'acte notarié étaient assez spécifiques sur la question. Bon, bah, c'est vrai que c'est très dur pour nous, ça a été très dur pour nous de déchiffrer tout ça. Vous avez fait un emprunt de combien vous-même? Je vais expliquer, je touchais à l'époque, j'avais un salaire, un revenu mensuel net de 6 400 francs. On m'a accordé un prêt du Crédit foncier de France de l'ordre de 517 000 francs. Alors je vais expliquer un petit peu quand même au niveau... Attendez, vous touchiez 6 400 francs et on vous a accordé un prêt de 617 000 francs. 517 000 francs. Voilà. Alors je vais expliquer un petit peu quand même, la maison n'est que de 82 mètres carrés habitables. Je n'ai que 144 mètres carrés de terrain. Donc pour nous c'est une grosse escroquerie dans la mesure on s'est rendu compte en consultant d'autres constructeurs privés, si on avait vraiment acheté un constructeur privé, dans le marché immobilier privé, on aurait pu avoir un type de maison avec une surface habitable de pratiquement 100 mètres carrés et avec 600 mètres carrés de terrain pour le même prix. Alors, donc pour du logement social, je trouve, puisque notre constructeur est régi sous les lois HLM, hein, il nous a vendu du logement social en fait. Et alors attendez, vous avez combien à rembourser pour revenir à ça? Vous remboursez combien? Là actuellement, la mensualité globale est de l'ordre de 4 400 francs. Donc attendez, Monsieur Zampieri, je ne comprends pas comment on peut vous accorder, excusez-moi là j'essaie de réfléchir, un prêt de 4 400 francs par mois, je vais vous expliquer et vous touchez 6 400 francs. Je peux vous expliquer un petit peu les plans de financement, comment ils étaient montés. Hein, c'est simple, hein, on englobait dans le plan de financement les allocations familiales pour faire passer les prêts d'abord. J'ai vu beaucoup de contrats qui comportaient des gens qui avaient eu des accidents de travail et on comptait la rente d'accident de travail dans le plan de financement, c'est-à-dire dans les revenus en fait, dans les revenus nets. Pour certains, sur les plans de financement, on a pu constater bien souvent qu'on leur comptait un gosse à venir de façon à pouvoir gonfler l'APL. Ah d'accord, on bourrait donc tout, on diminuait les mensualités de départ. Gosse, famille, allocation familiale, tout. Voilà. Ce constructeur a toujours travaillé sous cette forme-là. Hein, ils ont toujours fait des plans de financement dans ce sens-là, tout simplement pour faire passer les crédits, hein, pour faire passer les prêts hein, au niveau du crédit foncier, pour que les gens puissent la propriété. On voit, il y a des gens qui ont contacté des contrats qui étaient déjà endettés à pratiquement plus de 30 ou 35%. On leur a quand même accordé les prêts. Donc là, vous avez l'impression d'une incitation à l'emprunt assez terrifiante, quoi. Alors je pourrais citer des exemples là-dessus, parce que quand on dit que la loi Niertz a pratiquement résolu tous les problèmes, moi je dis que non, on continue à vendre. Elle a créé des commissions, c'est ce qu'elle dit. Elle ne prétend pas avoir résolu les problèmes. Il y a des réglementations en vigueur au niveau de l'accession à la propriété qui ne sont jamais respectées. On vend n'importe comment pour vendre, en fait. Hein. On vend à des gens qui ont des revenus de 5 200 francs par mois mensuels, alors que le prix de la maison est de 540 000 francs. Il faut le faire. Vous avez des exemples précis J'ai des exemples concrets là-dessus sur Saint-Priest, tout à fait. On continue même à le faire, hein, malgré la réglementation sur l'immobilier. Ça a été réglementé un petit peu, mais on continue à vendre à des gens qui sont déjà endettés, et surendettés bien souvent. Hein. Et juste un mot là-dessus, on va... vous avez porté plainte, je suppose, vous avez attaqué en justice. Oui, il y a eu des plaintes, effectivement, il y a eu des plaintes. Oui, et les autres, enfin, bien sûr. Oui. C'est une affaire quand même qui est assez grosse au niveau juridique. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans cette affaire, c'est que chaque fois qu'on a été demandé des documents, soit au DDE, pour pouvoir vérifier les prix réels des maisons... DDE, expliquez. On a eu un blocage. Non, DDE, c'est quoi? Direction départementale d'équipement, qui normalement doit avoir des documents sur notre lotissement. Vous ne les avez pas eu, les documents? Non. Identique sur le même thème, on a demandé des documents concernant notre lotissement au notaire. Alors il nous répond en fait qu'il ne peut pas nous transmettre les documents, que les règles déontologiques, on sort un grand mot, hein, pour s'échapper un petit peu. Monsieur Zampieri, juste une chose, je voudrais demander à Monsieur de Fourny, Mme Rodet aussi, mais comment se fait-il quand même? Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas accorder un crédit de ce point de vue-là à Monsieur Zampieri. Comment se fait-il qu'il y a une telle incitation à la consommation, notamment dans l'immobilier, avec des gens qui ont tel revenu et qu'on incite à acheter des choses hors de proportion, en dehors même de l'histoire d'escroquerie d'étiquette? Dans le cas de M. Zampieri, moi ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas d'abord la question de revenus et d'engagement qui compte. C'est plus grave que ça, enfin plus général et peut-être plus grave que ça, à mon sens. C'est qu'en France, on a la manie de la question à la propriété.
et on l'encourage par tous les moyens. On, c'est tout le monde, hein, y compris l'État, et quel que soit, c'est pas de la politique politicienne en l'occurrence, hein, c'est une constante. Hein. Puis il y a beaucoup de Français qui aiment être propriétaires. Mais, aussi. mais bien On sûr, peut pas je ne dis pas le contraire, mais simplement, l'accession au logement social, à la propriété du logement dit social, c'est quelque chose de tout à fait pervers. On construit des programmes dans des endroits éloignés des centres-villes, éloignés des lieux de travail, on construit des programmes de moins bonne qualité sur des terrains plus petits qui ne sont pas finis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une deuxième voiture si on est un couple. Ça veut dire qu'il faut recourir au crédit pour s'acheter une cuisine, pour faire les peintures, pour clôturer le jardin quand il y en a un. Ça veut dire qu'on aura probablement, du fait de la mauvaise qualité des matériaux utilisés et de la main-d'œuvre, rapidement des problèmes d'écoulement et des choses comme ça. En d'autres termes, pour satisfaire un fantasme qui est bien français, vous avez raison de le rappeler, l'État et l'ensemble de la réglementation qui en découle au niveau régional aussi, a mis en place des systèmes d'aide qui débouchent nécessairement, inévitablement, sur des situations comme celle-là, qui sont redoutables, qui sont épouvantables. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire si les gens ont du logement? Parce qu'il y a autre chose quand même. Et même, monsieur, il y a aussi qu'on pourrait fabriquer peut-être des choses de qualité. Oui, bien sûr. Je veux dire, à partir du moment où on met en place... Et les louer. Hein, et peut-être les louer, je ne sais pas, Madame Auduroy. Oui, moi je voulais dire que c'est peut-être pas seulement pour satisfaire un fantasme, mais c'est aussi pour satisfaire tout un système économique qui va vers la productivité, et que bon, il faut produire beaucoup d'appartements, il faut les produire en accession à la propriété. C'est plus simple que de faire du logement social purement et simplement comme on en a fait depuis longtemps avec les sociétés HLM au premier temps où elles ont été créées. Et c'est vrai que je suis d'accord avec monsieur, je crois que cette aide à la personne qui est venue un temps remplacer l'aide à la pierre, ou pas la remplacer du reste, vivre en même temps que l'aide à la pierre, est extrêmement perverse parce qu'elle donne l'impression à tous qu'ils peuvent accéder à la propriété parce qu'ils vont recevoir des aides au logement. En fait, le fantasme, c'est vous avez envie d'être propriétaire, mais le fantasme, c'est que vous pouvez tous être propriétaire. Ce qui n'est pas, toujours vrai. Mais au service et au profit de qui? Comme pour les cuisines, je dirais, c'est pour les constructeurs de cuisines, c'est pour les constructeurs d'appartements, parce que eux s'en tirent toujours. Si vous voulez, si les gens s'endettent, eux, par contre, ils arrivent toujours à rentrer dans leurs frais. C'est ce que je voulais un petit peu accentuer le fait, c'est qu'on a tendance à toujours à culpabiliser les gens qui sont endettés, surendettés. On culpabilise pas souvent les gens qui les ont aidés à s'endetter, surendetter. C'est mon avis. Hein. Mais c'est de ça dont vous parlez aujourd'hui, oui, monsieur. Et il faut ajouter une chose, certaines personnes achètent un appartement immeuble qui se révèle invendable au bout de 20 ans, quand l'immeuble devient très mal habité, et à ce moment-là, l'appartement est totalement invendable. Ça, c'est encore autre chose. Problème d'environnement. Ça, c'est encore autre chose, effectivement. Mais je voudrais demander à M. Carré, là, M. Zampieri vient de dire, il ne s'agit pas seulement de culpabiliser, effectivement, les surendettés, ou en tout cas de dire que c'est eux le problème, mais aussi les gens qui les ont amenés à se surendetter ou s'endetter. Après tout, alors vous êtes journaliste à Lyon, Pascal Carré, vous avez enquêté un peu sur le système bancaire, parce qu'après tout, Charles, quand on va emprunter, c'est aux banques. Et alors vous avez, j'ai l'impression, des choses à dire là-dessus. Mais je crois qu'il faut arrêter aussi de considérer les banques comme un service public sous prétexte que tout le monde a besoin d'un compte. Ce sont des entreprises comme les autres avec un objectif, celui de générer du profit. Aujourd'hui, le crédit représente 35% des revenus des banques. Ce sont des chiffres de l'Association française des banques. Hein. Ça paraît énorme, mais depuis 2 ans, c'est en chute libre. Hein. Donc que font les banques pour... Oui, le crédit enfin la demande de crédit a beaucoup baissé, effectivement. Oui, la demande de crédit a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que le loyer de l'argent est cher, aussi bien pour les banques que pour les particuliers. Donc c'est une source de revenus en moins pour les banques. La principale source de revenus pour les banques était également le dépôt sur compte courant. Or aujourd'hui, ça ne représente plus que 13%. Il faut bien pour les banques trouver les moyens de gagner de l'argent. Aujourd'hui, ils jouent sur la facturation des services bancaires. Pour pas dire de sottise, je prends mon petit papier, là, je lis. L'École nationale de la statistique mentionne qu'en 6 ans, les services bancaires ont augmenté de plus de 70%. Depuis 1986. C'est-à-dire de coût de tous les services que rend une banque. C'est-à-dire l'ouverture d'un compte, la fermeture d'un compte. On fait même payer aujourd'hui les informations qu'on demande au guichet dans certaines banques. Pas toutes quand même. Pas toutes. Certaines. Vous voulez dire en fait que les banques se payent sur le dos, sur la laine du client, c'est ça? Allègrement, je crois, oui. Et pour le crédit comme pour les services bancaires, c'est souvent les gens qui ont le moins d'argent qui payent le plus. À terme. Inévitablement.
les banques ne sont pas là pour réagir. Je ne veux pas que cet élève réagisse au nom des banques, mais est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement, le problème, si vous voulez, moi qui me paraît extrêmement grave, c'est ce problème de l'incitation à la surconsommation. Je me demande si ce n'est pas là le problème. Vous allez me dire que c'est normal, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais je me demande s'il n'est pas là aussi un des problèmes. Aujourd'hui, en période de relative récession ou de relative crise, est-ce que ce n'est pas là un problème dont on pourrait peut-être se passer? Et peut-être qu'il y aurait d'autres priorités. Écoutez, peut-être un mot quand même sur le point que monsieur vient d'évoquer. Vous avez raison, cet élève n'est pas une banque au sens où elle n'a pas de dépôt de clients et de compte chèque, etc. Mais le fait est qu'on peut se poser, et nous nous la posons évidemment comme vous, la question de savoir s'il est bien légitime de facturer des services alors qu'on réutilise des dépôts pour faire du crédit sans répercuter le gain de marge qui pourrait l'être. Bon, mais ça, c'est un débat établissement spécialisé, établissement généraliste, qui est un débat de société en plus, hein, mais qui est d'abord un débat entre nous. Mais c'est vrai, vous avez raison. Deuxième chose, vous disiez surconsommation. Monsieur Bercoq, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on aimerait bien. La France entière aimerait bien qu'il y ait surconsommation. Enfin, j'ai lu dans le TGV tous les journaux de la journée parce que j'ai eu le temps, en 2 heures. C'est épouvantable, enfin, c'est épouvantable. Donc, le crédit comme outil d'équipement, outil de développement de la consommation au sens équipement des ménages est quelque chose qu'à mon avis, nous devrions nous efforcer plutôt de promouvoir. Et je suis frappé du décalage historique de l'émission. On la tient en l'accent sur le surendettement et c'est dommage, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, j'en parlerai complètement, naturellement. Mais on met en avant ceci dans une période où c'est plutôt le problème inverse qui est à l'ordre du jour. La consommation en France, en novembre, est en régression de 5% sur novembre de l'année dernière. Le progrès de ce matin. Fourny, c'est parce que justement, non mais attendez, c'est parce que justement, c'est parce que peut-être que de nouvelles, je ne sais pas, valeurs se mettent en place. On ne peut pas encourager la surconsommation dans un pays qui n'a pas les moyens de sa consommation. Mais on ne peut pas dire ça non plus. Les Français sont endettés à hauteur de 9% de leurs revenus disponibles. Oui. Les Américains, je le dis pour mémoire, c'est un autre 25%. 25%. Le Royaume-Uni, c'est 14%. L'Allemagne, dont on nous vante les mérites, et à juste titre d'ailleurs, la valeur du marque, etc., c'est 13. Bon, je ne crois pas que l'on puisse dire que les ménages français sont surendettés. Il y a des poches de surendettement. Je voudrais dire à cet égard, on a abandonné, je trouve un peu vite, le terrain des commissions et des plus de la loi Neyert. Aujourd'hui, viennent devant les commissions départementales, et c'est évidemment dans une situation telle que la France la connaît, une bonne chose, des gens qui, pour une moitié à peu près, sont des gens qui n'ont pas de dette au sens propre du terme, mais qui n'arrivent plus à vivre, qui n'ont plus de ressources, ou qui n'arrivent plus avec les RMI et autres ressources d'assistance à payer un loyer, à payer l'eau, à payer l'électricité, c'est le problème de la pauvreté. C'est un problème de pauvreté qui émerge. Et c'est pas par hasard si on le voit régionalisé au point où il l'est. Nord-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, CAPA, ce sont des régions qui, structurellement, ont vu leur tissu économique et social déchiré brutalement. Bon, ça explique quand même des choses. Un plus de la loi Neyers également, c'est quand même, il faut y insister. Vous allez trouver peut-être bizarre, voire provocateur à mon tour, hein, que je dise la loi Neyers, c'est pas une mauvaise chose sur tous les points. Ben, c'est pourtant vrai, ça me permet de dire ce que je crois avoir été mauvais en tout cas. Bon. Mais une bonne chose, c'est sûrement d'avoir mis autour d'une table de négociation des gens qui, avant, ne voulaient jamais y venir. Le Trésor public, les retards d'impôts, les affiches HLM, tous ces gens-là, lorsqu'un dossier est déposé devant une commission départementale, aujourd'hui doivent apprendre à concilier. Ils sont obligés d'y aller alors qu'avant, ils jouent aux abonnés absents. Gros progrès, gros progrès. Tout à fait. Il n'y a pas que les créanciers privés qui sont... Mais je vais vous montrer, monsieur De Fourny, je vais vous rassurer, vous dites que la France consomme moins, c'est vrai statistiquement, c'est vrai en chiffres. Mais enfin, je vais demander aux personnes qui sont ici combien de cartes elles ont et si elles peuvent nous montrer les cartes qu'elles ont, les cartes de consommation. Ça m'intéresse comme ça. Est-ce que vous avez des cartes? Madame, vous avez des cartes, vous? Non, mais vous en avez? J'ai une carte bleue. La carte d'identité. C'est tout. Vraie carte de crédit, celle-là. Moi, j'ai qu'une carte passe et puis la carte du téléphone, c'est tout. Mademoiselle? Ah non. Non. Une carte bleue également. Oui, une carte bleue et une carte ténor. Monsieur? Oui, une carte bleue et une carte compte équilibre. Vous, monsieur? Également. Ou 2 cartes, mais la parole, mais ils sont presque monogames.
Moi, je pensais que les Français étaient polygames du point de vue On des vit cartes. parfois d'idées reçues, M. Berkoff. J'ai fait faillite, Bon, vous avez fait faillite, vous? J'ai fait faillite et je suis vraiment sur la touche, là. Là, j'ai plus de crédit, plus rien. Vous n'êtes pas endetté, au moins? Je suis endetté au niveau des dettes fiscales. Et donc, j'essaye de rembourser petit à petit. C'est très dur parce que, enfin, je veux dire, quand on est entreprise ou petite ou moyenne entreprise, on peut accéder, enfin, je veux dire, payer ses dettes. Et quand on se retrouve, enfin, ouvrier normal, on n'arrive plus à remonter la pente. Alors, ça veut dire saisie des meubles, saisie de tout ce que vous avez monté petit à petit, quoi. Vous avez l'impression qu'on est un peu prisonnier d'un cercle comme ça? C'est-à-dire que vous avez envie de sortir de là et qu'en fait, quand vous vous retrouvez ouvrier, c'est plus possible? Voilà, moi je me sens sur la touche, je suis plus un consommateur. Je rentre plus dans le cycle de la personne, par exemple, qui a envie de faire un achat, qui a envie de faire des projets. Je me sens sur la touche. J'ai essayé de créer des choses, j'ai pris des risques en créant une petite entreprise, en essayant de créer quelque chose. Et finalement, maintenant, je me sens, je suis quelqu'un qui est en dette, sans avoir comment dire, de posséder quelque chose, vous voyez. Vous avez une dette, par exemple, vous achetez une maison, vous avez une maison, vous possédez quelque chose. Moi, je paye des dettes sans posséder quoi que ce soit. Vous payez des dettes de votre entreprise qui n'est plus là? Qui n'est plus là, et donc ça veut dire saisie de tout ce que j'avais avant. Donc je me retrouve en dessous de zéro. Parce que ça, c'est quand même... Moi, je suis assez content. Je suis assez, effectivement... c'est important que ce monsieur parle, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, vous savez qu'en Allemagne, il y a des faillites civiles. Il n'y a pas de faillite civile en France. On ne peut pas déclarer, un être humain ne peut pas dire « moi, je suis en faillite ». Comme des pays ne peuvent pas se dire moi je suis en faillite. Et je crois que là, vous allez me dire que c'est un problème qui est insolvable, mais c'est vrai que c'est terrible de se dire à monsieur, il a fait l'entreprise, il a des dettes à payer au nom de son entreprise, et en fait maintenant son entreprise elle n'est plus là, donc il n'a plus rien, et que s'il veut repartir, eh ben, il est toujours tributaire de... Non, monsieur Le Fournier? C'est pas tout à fait exact, si je puis me permettre. Les dettes de l'entreprise, depuis la loi Badinter de 85, elles doivent être normalement apurées et vous pouvez être complètement libéré. Alors je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas ce qu'il en était, je ne sais même pas quel était l'objet de votre entreprise, etc. Mais la loi Badinter de 85, précisément, a pour effet de liquider complètement l'activité de l'entreprise et de faire en sorte que les dettes ne sont plus supportées par personne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les banquiers sont aujourd'hui aussi frileux pour prêter à des PME, PMI. Parce que la faillite est devenue un acte de gestion courante. On se déclare en faillite, on ne paye plus rien. Ouais. Donc, voyez, quand même, vous avez des conseils probablement, monsieur. Vous avez un syndic ou un avocat, voyez-les. Je suis passé au tribunal, donc mon dossier n'est pas fini. Ah, ben c'est pour ça. Disons que ça a duré longtemps, oui. J'ai plusieurs personnes avec qui, parce que sur Lyon, on était plusieurs petits entrepreneurs et on se donnait des coups de main. Enfin, on essayait de s'aider entre nous. Et beaucoup de personnes, les affaires ont traîné assez longtemps. Ils sont restés 2-3 ans comme ça, saisis, obligés de partir. Enfin, c'est une vie assez difficile, quoi. On a l'impression aussi que l'information, quelquefois, passe pas. C'est vrai. Parce que si la loi Badinter date de 85, ça fait quand même 7 ans. 7 ans, l'information aurait dû passer, quand même. Enfin, partout, en tout cas. Je voudrais savoir, vous, monsieur, vous n'avez pas de problème d'endettement? Non, moi j'ai une carte hors du CTLM, j'ai pas de problème d'endettement. Je voudrais poser une question à ce monsieur. Comment on peut, je comprends bien votre situation, mais comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on gagne 6 000 francs, 6 400 francs par mois, pourquoi acceptez-vous de rembourser 4 000 francs? C'est ça que je comprends pas bien. J'ai cité mon cas, mais en fait, moi je touche quand même 2200 francs d'APL actuellement. Hein. Mon loyer, ma mensualité de ma poche, en fait, elle est de 2700 francs actuellement. Mais c'est des mensualités... La mensualité que vous remboursez, vous voulez dire. C'est des mensualités qui sont quand même à taux progressif. Je vais me retrouver dans la 10e année de contrat avec une mensualité pratiquement de 6 000 à 7 000 francs. Alors, ça aussi, la jungle des mensualités, est-ce qu'il n'y a pas d'accord et de cohérence? Par rapport, vous savez, les prêts à taux progressifs, les prêts à taux dégressifs, on ne va pas entrer là-dedans parce que ça m'entrait 5 heures, mais je trouve hallucinant la forêt, l'extraordinaire forêt de lois, de prêts, enfin de taux, etc. qui existent. Qui est quand même, je crois qu'elle n'est pas du tout d'ailleurs réglementée, en fait. Si, il y a beaucoup, au contraire, la profession de banquier et le financement à crédit, c'est la profession la plus réglementée en France, et c'est en France qu'elle est la plus réglementée de toute l'Europe. Il y a les lois Scrivener de 78, il y a
la loi bancaire de 84, il y a les lois Neyers de 89 qu'on rappelait tout à l'heure, mais également de 91. Enfin bref, c'est vraiment une profession extrêmement encadrée, extrêmement réglementée, y compris sur la fabrication des prix. On ne peut pas faire ce qu'on veut en matière de barème. Il y a des maximums qui sont fixés par la loi. La Banque de France relève tous les trimestres les prix moyens sur le marché et tout qui a dépassé, pouf, est sanctionné. Donc vous voyez, on ne fait pas du tout ce que l'on veut en matière de prix. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité de barèmes sous le plafond que la loi autorise. Sous le plafond, et ça, c'est la concurrence qui joue. Madame Duroy. Oui, moi j'aimerais, avant qu'on en arrive à la fin de cette émission, pouvoir dire quand même quelque chose qui soit concret par rapport aux personnes qui regardent cette émission et par rapport aux crédits dans lesquels elles pourraient s'engager. Il y a une chose à laquelle il faudrait qu'elles pensent chaque fois qu'elles sont sur le point de signer un crédit, que ce soit un crédit à la consommation, mais plus encore un crédit à moyen ou à long terme pour l'accession à la propriété, c'est de regarder le tableau d'amortissement. Parce que le tableau d'amortissement est en lui-même un outil. Au besoin, s'ils ne sont pas capables de se le faire expliquer, ils peuvent aller voir un organisme qui leur expliquera comment le Ils sauront lire. ce qu'ils ont à payer sur une période de Voilà, parce que ce qui années. est très grave, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients que pendant des années, sur un emprunt à 20 ans par exemple, ils vont payer pendant à peu près 7 années uniquement les intérêts sur les sommes, sur le capital qu'ils vont emprunter. Et c'est seulement au bout de 7 ans qu'ils vont commencer à rembourser le capital. Alors, et je il crois faut que savoir... beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que c'est que les intérêts du capital, même aujourd'hui, en 1993. Il faut dire aussi que ces intérêts du capital sont encore plus lourds à payer quand on part d'un salaire très bas, c'est-à-dire de revenus très bas, c'est-à-dire qu'on a une faible capacité de remboursement. Plus la capacité de remboursement est faible, plus les intérêts vont courir longtemps, et donc plus on aura remboursé de capital. Alors, madame a acheté une cuisine. Il faut savoir que, par exemple, un cas concret de cuisine achetée à peu près dans la même gamme de prix, cuisine intégrée, avec un taux de 18%, au bout du compte, sera sur 20 ans, je crois, il ne faut pas que je dise de bêtises, sera remboursé 5 fois. C'est-à-dire qu'on aura payé 5 fois le coût de la cuisine initiale. Vous voulez dire que si on achète une cuisine à 100 francs ou à 1000 francs, mettons, si c'est sur 20 ans, on aura remboursé effectivement 5000 francs. Si vous permettez, ça prend le prix de départ. Il n'y a aucun établissement financier qui prêtera sur 20 ans, pour l'achat d'une difficile. cuisine sur 20 ans. Ce cas m'a quand même été expliqué par je suis d'accord avec vous, madame, pour dire qu'il y a des conseils concrets à donner aux consommateurs et aux spectateurs. En tout cas, il y en a un qui est de leur dire n'empruntez pas pour plus longtemps que la valeur du bien ne durera. N'empruntez pas sur une voiture pour plus de 5 ans. Dans l'immobilier qui est couramment sur 20 ans, c'est à peu près 3 fois plus. On arrive à 3 fois le d'une voiture sur 30 ans. Ben oui, personne ne le fera. Non, c'est évident. Non, mais ce qu'il faut savoir, il faut le savoir et il faut le dire, c'est que quand vous achetez à crédit, il faut savoir que vous rembourserez nettement supérieurement au prix que vous... Et ça, moi j'ai été très très frappé, je le vois, parce que moi aussi j'ai fait des emprunts comme tout le monde. Les gens ne s'en aperçoivent absolument pas. Si vous voulez, la représentation de la chose, pour beaucoup de gens, n'existe pas. Et ça, je crois qu'il y a une information à faire passer encore très forte là-dessus. Tout à fait d'accord avec vous. Les établissements financiers s'y attachent. D'ailleurs, on a publié, l'association des établissements financiers, des sociétés financières a publié ceci pour que, en effet, c'est diffusé chez tous les assistants sociaux, chez toutes les associations de consommateurs, chez tous les magistrats. Ça explique le mécanisme et ça dit, faites attention. Autre chose que nous avons faite avec les associations de consommateurs reconnues nationalement et avec la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence, de la Répression des fraudes, etc., à Paris, de la région parisienne. C'est un document qui est paritaire, donc pour dire, faites attention, avant de souscrire un crédit, faites un budget. C'est pas compliqué, mais faites-le, de grâce, faites-le. Et si vous avez déjà des dettes, payez-les d'abord. Tout à fait. Mais alors, ce que je ne comprends pas dans la commission Neyers, c'est qu'il n'y ait pas quand même de sanctions. Je veux dire, ce que vous dites, je pense que là, il y a des gens de bonne volonté, mais quand il y a, moi je le dis moi-même, vous n'allez pas dire, ou des escrocs, ou des gens qui vraiment se comportent de la manière la plus dégueulasse possible, ou enfin la plus illégale possible, je trouve qu'il devrait y avoir aussi sanctions. Et pas seulement sanctions tribunal, vous allez me dire, on peut toujours porter plainte, mais je me demande si votre commission Neyers ou autre ne pourrait pas aussi
jouer un rôle judiciaire ou un rôle de sanction, je ne sais pas si c'est son cas, enfin, quand il y a visiblement et de façon flagrante des escroqueries d'étiquette, enfin, comme ça a été votre cas, monsieur Zampieri. Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la loi Neyers. C'est intéressant, je peux dire aussi du bien hein, de cette loi, parce qu'elle prend en compte des familles en difficulté qu'on connaissait, mais pour lesquelles on ne faisait rien jusqu'à présent. Mais elle, enfin, vous me direz si je me trompe, Madame Bouge, vous ne vérifiez pas du tout les comptes qui vous sont donnés. Vous négociez, vous arrivez à réduire des intérêts. Et s'il y a eu une malfaçon, si les frais ont été gonflés, ça passe. Écoutez, d'abord la commission est une commission amiable, on n'a absolument pas un tribunal. S'il y a escroquerie, c'est évidemment du ressort de la justice. Là, on ne peut absolument pas trancher là-dessus. Quant à la vérification des comptes, je vous ai dit, on demande à un débiteur de remplir une déclaration et de nous amener tous ses justificatifs de dette, contrat de prêt, tableau d'amortissement, sinon on le reconstitue, mais enfin au moins qu'on sache où ils en sont, impayé, dernier relevé de compte. Les gens ne savent absolument pas où ils en sont quand ils arrivent chez nous. Alors qu'est-ce qu'on fait en pratique? On écrit au créancier et on prend la déclaration des créanciers. Vous faites l'inventaire, quoi. Quand on a une déclaration du débiteur très claire avec tout justificatif, on peut comparer, on peut vérifier avec les créanciers, on peut faire taxer les frais d'huissier. Quand une personne nous dit j'ai aucun papier, je n'ai jamais vérifié mes comptes, je ne sais pas combien je dois, que voulez-vous qu'on fasse? On prend la déclaration. En tout cas, ce qu'il faut dire, au-delà de ça, mais enfin, c'est pas voyez la loi Neyers, voyez tout le monde, mais soyez très, très, très vigilants et informez-vous, informez-vous, informez-vous. Et n'oubliez pas ce que c'est qu'un intérêt par rapport à un capital, ça peut servir. Et 2 francs quand on en a que dans sa poche.